Bienvenue à nouveau sur Axe de la vérité sur JNS TV. Les jours de célébration sont arrivés alors que la République islamique organise un immense festival de propagande pour enterrer Ali Khamenei, qui est mort d'une manière humiliante aux mains d'Israël et des États-Unis. Même sans victoire de propagande cette semaine, c'est comme si les États-Unis en avaient offert une à la République islamique. L'administration Trump semble incapable d'arrêter les buts contre son camp. Pourquoi? Après des mois de pression militaire et la perte de l'homme qui dirigeait la République islamique depuis 47 ans, le président Trump a annoncé leur avoir accordé une semaine de répit. Nous avons battu le Venezuela en un jour et nous avons mis l'Iran à genoux. Ils meurent d'envie de négocier. Ils tiennent vraiment à un accord. Nous lui avons accordé une semaine de congé pour des funérailles parce que nous sommes gentils. Monsieur, je suis désolé. Quoi? Pourquoi faisons-nous preuve de courtoisie envers un régime qui passe des décennies à scander « mort à l'Amérique », à tuer des Américains par l'intermédiaire de groupes terroristes agissant pour son compte, à prendre des Américains en otage, à comploter pour assassiner des responsables américains et dont les hauts responsables continuent de menacer le président des États-Unis, même cette semaine, en offrant 1000 kilos d'or en échange de l'assassinat de Trump ou de Netanyahou? Regardez. En tant que présence divine et source de paix, Riam, le 15 Cordade, les hommes et les femmes de Tahrir H. Ils ont décidé, si Dieu le veut, d'offrir une récompense à celui qui tuera Trump ou Netanyahou. Cette récompense vient des hommes et des femmes de Varamine. C'est 1 kilogramme d'or. 100 kilogrammes, c'est tout. 100 kilogrammes, c'est tout. Bien sûr, la République islamique a transformé toutes les funérailles de Khamenei en un spectacle politique, alors que cela aurait dû être une occasion d'humilier le régime islamique. Et vraiment, c'est la seule langue qu'ils comprennent, pour le 250e anniversaire des États-Unis d'Amérique. Au lieu de cela s'est transformé en une nouvelle occasion pour le régime de se présenter faussement comme bénéficiant d'un soutien massif. Maintenant, d'après la taille estimée de la place où cette cérémonie a eu lieu, nous estimons qu'il y avait entre 60 000 et 70 000 personnes présentes. C'est bien loin des millions de personnes qui étaient dans les rues, risquant leur vie pour exiger un changement de régime et le retour du prince héritier Reza Pahlavi. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux aussi que vous entendiez ce qui a été scandé tout au long de la journée au début de ces funérailles. Regardez. Là, ce sont les foules qui scandent « Mort à l'Amérique » en ce moment. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, mais c'est ce qu'ils crient. Charmant, n'est-ce pas? Mort à l'Amérique, mort à Israël. Encore une fois, mort à Israël. Encore une fois, mort à l'Amérique. Et encore. Le linceul de la société est sur nous. Je jure par ton sang, je jure de tuer Trump. Donc tu vois... Ils n'ont vraiment rien changé en ce qui concerne leur programme. Encore et encore, nous entendons la même chose. Mort à l'Amérique, mort à Israël, mort à l'Angleterre. Alors que Washington fait le gentil, le régime mène littéralement des foules en scandant « mort à l'Amérique » et « mort à Israël ». Et il profite de cette semaine de pause pour renforcer précisément l'idéologie qui a déstabilisé le Moyen-Orient depuis des décennies. Pourquoi les États-Unis les aideraient-ils à faire cela? Pendant ce temps, les funérailles elles-mêmes se sont déroulées exactement comme on pouvait s'y attendre. Des jours de procession, une couverture médiatique d'État et une tentative chorégraphiée pour montrer au monde que le régime bénéficie d'un certain soutien. Mais les détails sur place racontent une toute autre histoire. Aucun dirigeant majeur des grandes puissances mondiales n'a assisté personnellement. Nous avons vu plusieurs délégations de rang inférieur représentant la Russie, la Chine, l'Inde, la Turquie. Alors que le régime s'est fortement appuyé sur son réseau traditionnel d'États amis, de groupes terroristes mandataires et d'alliés idéologiques.
Et puis, il y a Mojtaba, l'ayatollah en carton, l'homme qui est censé devenir le nouveau guide suprême, qui n'a pas été vu publiquement aux funérailles de son propre père. D'après les rapports, il n'est pas apparu publiquement depuis qu'il a été blessé plus tôt cette année lors de la frappe aérienne qui a éliminé son père. Certains rapports affirment qu'il a été écarté pour des raisons de sécurité et qu'il souhaitait assister aux funérailles, mais n'a pas eu la permission par crainte d'un assassinat par Israël. Maintenant, l'une des choses les plus importantes que le régime veut vous faire croire à propos de ce cirque funéraire, c'est que ces foules représentent le peuple iranien. Ce n'est pas le cas. Le régime a offert de l'argent, des transports gratuits, des prix et toutes sortes d'absurdités pour des funérailles. J'ai également parlé hier à de nombreuses sources sur le terrain en Iran qui m'ont dit que beaucoup de ceux qu'on appelle les endeuillés étaient en réalité payés, forcés ou incités d'une manière ou d'une autre à assister. Et ce n'est pas surprenant. Le régime a déjà offert argent, nourriture, transport et autres avantages pour attirer des gens à ces événements et simuler un soutien. Mes sources ont aussi signalé que Téhéran est vide actuellement, car toute personne censée a quitté la ville. Ils ont aussi dit que la plupart des participants sont étrangers et rémunérés pour venir. Ils ont également dit avoir vu un tas de nourriture d'au moins 2 mètres de haut pourrir, car très peu de gens sont venus aux événements funéraires. Et en parlant de soutien factice, regardez cette perle de Mohammad Ghalibaf qui en fait vraiment trop à côté d'Araghchi lors des funérailles. Motamag, tu es le chef du département. Le sang du meurtre de Trump, le sang du meurtre de Trump. Difficile de dire s'il rit ou s'il pleure. Honnêtement. Même Araghchi est là genre « mec, t'en fais trop ». De toute façon, en Iran, il y avait plein de rapports sur le fait que les Iraniens se moquaient d'abord du coût de ces funérailles. C'est un pays qui est complètement en faillite. Et puis, ils encourageaient aussi les Iraniens à porter des couleurs vives au lieu du noir ou à quitter Téhéran plutôt que de participer à ces cérémonies officielles de deuil. Voilà l'Iran que le régime ne veut pas que vous voyiez, mais la propagande ne s'est pas arrêtée aux frontières de l'Iran. Les Américains Kyla Walsh et Jackson Hinkle, ainsi que la Britannique pakistanaise Bushra Sheikh, ont tous été amenés en Iran pour les funérailles, amplifiant la propagande du régime auprès des publics anglophones. Maintenant, Hinkle a déclaré qu'il était du devoir de chaque patriote américain d'honorer Khamenei. Je ne sais pas comment il en arrive à cette conclusion, mais d'accord. Et ensuite, Kyla Walsh a dit ceci. Regardez. Il était un leader pour tous les peuples du monde dans la lutte contre l'impérialisme, contre l'arrogance, contre le sionisme, contre le génocide. Pour moi, il était le plus grand leader anti-impérialiste à avoir vécu de mon vivant. Un véritable lavage de cerveau. Je rappelle que Kyla Walsh, ex-militante du DSA, admirant Mamdani, a ensuite déménagé à Beyrouth pour soutenir pleinement des organisations terroristes. Je suppose qu'elle a fait plusieurs voyages en Iran. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est qu'on a une Américaine qui dit à d'autres Américains de rendre hommage à l'homme qui a dirigé un régime qui s'est défini pendant 47 ans au cri de mort à l'Amérique et qui a le sang de centaines d'Américains sur les mains. Maintenant, en se basant sur ses voyages précédents et sur des voyages similaires que nous avons vus dans le passé, les efforts de propagande ont été, au moins en partie, financés par le régime lui-même. Ce qui signifie que tout citoyen américain ou britannique ayant apporté son soutien à un régime sanctionné devrait faire l'objet d'une enquête approfondie, car ceci n'est pas du journalisme. Le journalisme consisterait à poser des questions sur les exécutions en cours ou sur les 40 000 manifestants massacrés en janvier. Au lieu de cela, ces individus démoniaques s'efforcent de blanchir l'héritage de celui qui est en gros l'Hitler de notre époque. Ces funérailles n'ont vraiment aucune importance à cause de Khamenei. Sa mort est en réalité une raison de célébrer. Mais les funérailles, en tant qu'événement mondial, comptent parce qu'une fois de plus, la République islamique a eu l'occasion de transformer la mort d'un dictateur en une campagne de propagande. Alors que la foule criait « mort à l'Amérique » et que l'Occident détournait les yeux. En réalité, il a fait bien plus. Le président du monde libre a déclaré qu'il leur offrait quelque chose de bien. Le régime peut organiser des funérailles, faire venir des influenceurs étrangers, menacer ou faire chanter les Iraniens pour leur deuil et en faire de la propagande, mais il ne peut effacer l'héritage de mort et de destruction de Khamenei. Et les États-Unis, parmi tous les pays, ne devraient pas les aider à maintenir cette idéologie en vie.
Maintenant, vous souvenez-vous quand on m'a servi cette calomnie sur Israël tuant des journalistes chez Piers Morgan, je ne sais pas, environ 47 millions de fois. Regardez. N'oublions pas les 232 journalistes à Gaza qui ont été massacrés par les FDI. Et n'oublions pas les 232 journalistes à Gaza qui ont été massacrés par les FDI. La Fondation Écœurante l'a même confirmé. Si vous voulez en discuter avec moi. Je sais que tu n'aimes pas les faits, Anna. Mais c'est la réalité. Et comment ce même mensonge a été répété ad nauseam sans aucune preuve? Regarde. Le nombre de journalistes tués dépasse les 245. Il est évident que l'autorité occupante israélienne ne veut pas que des journalistes indépendants documentent et rapportent leurs crimes. Selon le projet Cost of War de l'Institut Watson, plus de journalistes sont tués à Gaza que pendant les 2 guerres mondiales, le Vietnam, l'ex-Yougoslavie et l'Afghanistan réunis. En tant qu'ancien journaliste et rédacteur en chef, pouvez-vous nous expliquer pourquoi Israël tue des journalistes palestiniens à grande échelle? Donc, vous le considérez comme acquis. Israël tue des journalistes, dites-vous. Indépendants. Des sources d'information, pas uniquement le comité indépendant de protection. Donc, comme je l'ai dit encore une fois, le comité de protection des journalistes a documenté. Les journalistes sont venus en Israël pour nous tuer. Vos forces ont ciblé de nombreux lieux où étaient des journalistes. Monsieur, vous les croyez aussi? Donc non, je n'y crois pas. Vous mentez. Je ne fais que rapporter des chiffres et des faits du Comité pour la protection des journalistes, tout dans la même interview. Des chiffres du Comité pour la protection des journalistes. Eh bien, il s'avère qu'ils avaient tort. Et encore une fois, j'avais raison. Depuis 21 mois, on nous dit qu'Israël mène une guerre contre les journalistes et que les FDI ciblent systématiquement les membres de la presse, comme vous venez de l'entendre dans cet extrait d'interview. Ces affirmations ont été reprises par les grands médias, les ONG, les politiciens, les militants et les commentateurs qui les prenaient pour des faits établis. Mais il y a un problème. Des dizaines de ces soi-disant journalistes étaient en réalité des terroristes. À son apogée, la base de données du Comité pour la protection des journalistes recensait 229 prétendus journalistes à Gaza. La semaine dernière, le CPJ a annoncé un examen complet de sa base de données. Après que le Hamas et le djihad islamique palestinien eux-mêmes ont publié des dizaines d'avis de décès, les présentant comme des martyrs, identifiant un grand nombre de ces personnes comme membres de leurs ailes militaires. À présent, le CPJ a déjà retiré au moins 20 noms, les sources étant les organisations terroristes elles-mêmes, et non l'armée israélienne. Et à maintes reprises, nous voyons le même schéma se répéter. Indignation face à la mort d'un journaliste ou même d'un travailleur humanitaire. Et puis, il s'avère, qu'il était en réalité un commandant du Hamas. Ce n'est pas une petite correction que nous voyons là. C'est un échec médiatique majeur. Ces chiffres ont été répétés partout dans le monde comme des faits, tout comme toutes les affirmations absurdes du Hamas. Et toute personne qui les remettait en question était discréditée, alors que les preuves étaient pourtant clairement disponibles en arabe dans des dizaines de ces cas. Prenez Mohammad Nabil Al-Zak par exemple. Il a été confirmé comme commandant par le djihad islamique palestinien il y a 2 mois. En fait, ces images, c'est bien lui. Cela ressemble-t-il à un journaliste ? Pourtant, il apparaît encore sur certaines listes de journalistes tués au combat, y compris celle de la liberté de la presse. Mohammad Washa et son frère Ahmad Washa, employés d'Al Jazeera, ont été identifiés comme commandants du Hamas et pleurés comme membres d'organisations terroristes. Et bien sûr, nous avons Mohammad Al-Sakani, un autre journaliste devenu commandant du djihad islamique palestinien. La liste continue encore et encore. Ce ne sont pas des affirmations israéliennes, mais des revendications du Hamas et du djihad islamique palestinien. Nous avons déjà vu cela auparavant. On nous a d'abord affirmé qu'aucune preuve ne montrait que le personnel et les enseignants de l'UNRWA faisaient partie du Hamas, même si une vidéo montre un travailleur de l'ONU portant le corps d'un otage. Ensuite, nous avons appris qu'il y en avait des dizaines. Ensuite, nous avons appris qu'il y avait en réalité des centaines d'enseignants qui acclamaient le 7 octobre des enseignants de l'UNRWA. Chaque jour semble apporter davantage de preuves de la coopération entre l'UNRWA et le Hamas. Maintenant, nous découvrons que beaucoup de personnes présentées au monde comme des journalistes étaient en réalité des membres du Hamas ou du djihad islamique palestinien, exactement comme moi et beaucoup d'autres l'avions affirmé. À quel moment ces erreurs cessent-elles d'être des cas isolés pour devenir une preuve de partialité? Et ce que je trouve encore plus étonnant dans toute cette situation, c'est la réaction.
Au lieu de s'interroger sur les causes, certains commentateurs ont affirmé que, même si certains hommes appartenaient au Hamas ou au djihad islamique, ils devaient être vus comme des journalistes. Je suis désolée. Quoi? Depuis quand l'appartenance à une organisation terroriste donne-t-elle droit aux protections spéciales accordées aux journalistes civils dans les zones de guerre? Le droit international humanitaire protège les journalistes. Il protège les civils. Il n'accorde pas d'immunité aux combattants sous prétexte qu'ils tenaient aussi une caméra ou qu'ils ont contribué une fois à un média. Si quelqu'un est membre d'une organisation terroriste et participe aux activités militaires de cette organisation, cela relève d'une catégorie juridique totalement différente. Alors pourquoi personne ne posait ces questions avant que ces chiffres ne fassent la une des journaux dans le monde entier? Et où sont les médias maintenant? Où sont les corrections et les excuses? L'accusation initiale fait la une, mais la correction n'apparaît qu'en note de bas de page. Ces chiffres ont été pris pour parole d'évangile. Ils ont été cités par des politiciens, l'ONU, de grands médias, des célébrités, des militants, comme preuve qu'Israël menait délibérément une guerre contre les journalistes. Maintenant, cette même base de données est discrètement révisée. Et où sont les mêmes gros titres? Si nous n'admettons pas que les membres du Hamas et du djihad islamique palestinien ne devraient pas être comptés parmi les journalistes, alors nous ne rapportons pas l'actualité, nous la fabriquons. Et maintenant, pour conclure avec notre rubrique du bon, de la brute et du truand, cette semaine, en commençant par notre mauvaise histoire de la semaine, nous avons l'équipe nationale d'Égypte à la Coupe du Monde et son entraîneur principal, Hossam Hassan. Donc, après la victoire historique de l'Égypte à la Coupe du Monde contre l'Australie, cette semaine, nous avons vu Hossam Hassan brandir un drapeau palestinien sur le terrain, dédier la victoire au peuple palestinien et dire « Mon cœur et mon âme sont avec eux ». Il a parcouru le terrain avec les drapeaux égyptiens et palestiniens, tandis que les supporters scandaient « Palestine libre ». Sérieusement, quelques points pour la mise en scène, mais voyons comment l'Égypte considère les Palestiniens. Ce même gouvernement a construit plusieurs barrières de sécurité à la frontière de Gaza et gardé le passage de Rafah fermé pendant la majeure partie de la guerre, qui a plusieurs fois refusé l'entrée massive des Gazaouis pour des raisons de sécurité nationale, tout en tolérant un marché noir où ils payent des milliers de dollars pour quitter la bande illégalement. Alors, aidez-moi à comprendre la logique. Si vous vous souciez autant du peuple palestinien au point de brandir leur drapeau devant des milliards de personnes qui regardent la Coupe du Monde, pourquoi votre propre gouvernement a-t-il passé des années et dépensé des millions de dollars à construire des murs pour les empêcher d'entrer? Pourquoi la frontière reste-t-elle largement fermée? Pourquoi autant de familles doivent-elles payer cher pour fuir la guerre? Ce ne sont pas des politiques israéliennes, mais égyptiennes. Ça m'a toujours étonné de voir comment ces mêmes clowns sont des héros pour la cause quand les caméras sont allumées. Mais à huis clos, ils se fichent complètement des Palestiniens. En fait, ils les méprisent souvent. Posez-vous la question. Si les Égyptiens se soucient tant de la Palestine, pourquoi n'ont-ils pas déclaré un État palestinien lorsqu'ils contrôlaient 100% de Gaza et du Sinaï? Pourquoi la Jordanie n'a-t-elle pas déclaré un État palestinien lorsqu'elle occupait la Cisjordanie? Se pourrait-il peut-être tout simplement qu'il n'y ait jamais eu d'État palestinien et que ces nations arabes ne se soucient tout simplement pas d'un État palestinien? L'entraîneur Hassan se fiche complètement des Palestiniens et la plupart des clowns endoctrinés qui l'encouragent s'en fichent aussi. Ce mouvement est une secte absurde que le monde arabe utilise pour attiser la haine contre les Juifs afin de détourner l'attention de leurs propres problèmes internes. Et maintenant, passons à l'histoire sordide de cette semaine. La candidate démocrate au Congrès du Colorado, candidate du DSA, je devrais préciser, Mila Quiroz. Maintenant, si vous n'avez jamais entendu parler d'elle auparavant, ne vous inquiétez pas. Moi non plus, jusqu'à ce que je commence à fouiller dans ces dossiers publics cette semaine. Et laissez-moi vous dire, c'est quelque chose. Ne me croyez pas sur parole. Écoutez et jugez par vous-même. Les attentats du 11 septembre étaient-ils une conséquence inévitable de la politique étrangère américaine? Inévitable dans le sens où nous avons déstabilisé une grande partie du Moyen-Orient, ce qui a poussé des gens à croire qu'un autre acte de violence était la seule réponse possible. Nous aurions dû répondre avec des fleurs. Comme dit plus tôt, la responsabilité est d'éliminer les conditions menant à la violence. Vous avez récemment fait campagne avec Hasan Piker, très populaire en streaming. Êtes-vous d'accord avec sa déclaration selon laquelle le Hamas est un moindre mal par rapport à Israël? Non, je ne suis pas d'accord. Vous avez qualifié les actes d'Israël à Gaza de génocide et demandé un embargo sur les armes contre Israël.
Cela inclurait-il la vente ou le financement par les États-Unis d'armes défensives qu'Israël utilise contre les attaques de roquettes du Hezbollah ou de l'Iran? Oui. 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 Pourquoi ne pas faire la différence entre les armes que nous utilisons pour faire la guerre contre une autre population? Et puis les armes défensives qui sont utilisées pour protéger les civils d'attaques extérieures. Je crois que notre vente d'armes à Israël, qu'elle soit défensive ou... Oui, elle veut que plus d'Israéliens continuent le génocide, que ça meure. Je crois que notre Liban, le nettoyage ethnique qui a lieu au Liban. Le nettoyage ethnique au Liban? Sérieusement, tu ne connais clairement rien au Liban. Aïe, voici ce que je trouve vraiment fascinant chez ce personnage. Elle se présente comme une sorte de militante des droits de l'homme, une guerrière pour la justice sociale, et pourtant, presque toutes ses prises de position mènent exactement à la même conclusion. C'est la faute de l'Amérique, c'est la faute d'Israël, c'est la faute de tout le monde sauf des terroristes et des dictatures qui, bien sûr, n'ont aucune responsabilité. C'est une personne ayant fait campagne avec Hassan Piker, qui a déclaré que les Américains méritaient les attentats du 11 septembre défendu le Hamas et appelé à la violence politique. Et pour rappel, elle-même a affirmé que les armes défensives donnent à Israël le prétexte de commettre un génocide à Gaza et un nettoyage ethnique au Liban. Elle avait également décrit les attentats du 11 septembre comme le résultat inévitable des actions américaines. Et elle a également déclaré que le 7 octobre était le résultat inévitable de l'apartheid. D'abord, cette femme pense qu'un pays avec 2 millions de citoyens arabes égaux devant la loi pratique l'apartheid? Sérieusement? À ma dernière vérification, rien ne rendait inévitable que 19 terroristes projettent volontairement des avions contre des bâtiments. Rien n'obligeait le Hamas à franchir la frontière, massacrer des familles, violer des femmes, brûler des vivants et prendre des centaines d'otages. Non, pas du tout. Ce sont des choix, pas des fatalités. Et c'est justement ce que je trouve tellement toxique dans les discours tiers-mondistes de Mila. Cela enlève systématiquement toute responsabilité morale aux terroristes, tout en imposant un fardeau moral impossible aux démocraties qu'ils attaquent. Ce n'est pas du militantisme pour les droits de l'homme, ni une idéologie logique ou morale. C'est tout le contraire. C'est dangereux. Parce que si vous continuez à dire aux gens que le terrorisme est inévitable, vous déchargez les terroristes de la responsabilité de leurs actes et, au final, vous prônez la désintégration de l'ordre social. Et c'est exactement ce que nous voyons être prôné par ces candidats du DSA. Ils n'essaient pas d'améliorer l'Amérique. Ils veulent la détruire et construire une utopie socialiste fantaisiste à la place. Réveille-toi, Amérique. Enfin, comme toujours, je termine sur une note positive avec notre belle histoire de la semaine, cette fois à l'honneur, ONG Monitor. Cette semaine, ils ont publié ce que je considère comme l'un des rapports les plus importants depuis le 7 octobre, car il fait quelque chose que les médias ont en grande partie refusé de faire. Il braque le projecteur sur l'une des organisations qui a fait plus que presque tout autre pour façonner la vision du monde sur cette guerre. Il y en a plusieurs, mais celle-ci en fait définitivement partie. Je parle de Médecins sans frontières, ou MSF. Depuis presque 2 ans, ils sont considérés comme une sorte d'autorité morale et ils ont accusé Israël de génocide. Et quand ils le font, c'est quelque chose qui est cité et répété dans les médias, à l'ONU et relayé partout dans le monde. Mais qui sont réellement les personnes qui portent ces accusations? ONG Monitor vient tout juste de révéler des dizaines de publications publiques de membres et d'affiliés de MSF qui ont explicitement fait l'éloge des attaques du 7 octobre. Cela glorifie le Hamas, promeut une rhétorique antisémite et republie certaines des propagandes anti-israéliennes les plus extrêmes que l'on trouve aujourd'hui sur Internet. Par exemple, une publication publique mise en avant dans le rapport montre une personne affiliée à MSF partageant un message sur les réseaux sociaux disant « Aujourd'hui, la résistance a montré au monde à quoi ressemble le vrai courage ». C'est ce que signifie la libération, en faisant référence au 7 octobre. Cette publication était bien sûr accompagnée d'images du massacre et de hashtags faisant l'éloge du Hamas. Le rapport détaille également comment MSF a mis 3 jours à reconnaître publiquement que le Hamas avait même perpétré le massacre du 7 octobre alors qu'il publiait immédiatement des déclarations publiques accusant Israël pour des événements qui étaient encore en cours tout au long de cette guerre. MSF a souvent accusé Israël de génocide, omettant de signaler l'utilisation par le Hamas des hôpitaux, écoles et autres infrastructures civiles à des fins militaires. Tout cela alors qu'ils savaient que le Hamas opérait dans le système de santé de Gaza. Après avoir lu ce rapport, j'ai beaucoup de questions à poser à MSF, et chaque journaliste qui les a cités ces 2 dernières années devrait aussi en avoir.
Et ceci n'est qu'un autre exemple de la façon dont tant de ces organismes internationaux sont gangrenés par la haine des Juifs et la corruption. Heureusement, des groupes comme ONG Monitor s'en chargent. C'est tout pour cette semaine dans Axis of Truth. Et comme toujours, si vous avez un tuyau ou une information, n'hésitez pas à me contacter sur X à Emily K. Schrader ou sur Instagram à Emily in Tel Aviv. Merci de m'avoir suivi. À la semaine prochaine sur JNS.